It's a good day for singing a song, and it's a good day for moving along. Yes, it's a good day. How could anything be wrong? Good day from morning till night. I said to the sun, good morning, sun. Rise and shine today. You know you gotta get going if you're gonna make a showing. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau jour de Brocante. Cette semaine, je vous propose une émission spéciale dédiée à vos objets préférés. Nous vous avons en effet demandé, via notre partenaire, le magazine Antiquités et Brocante, quels étaient les objets que vous aimiez le plus chiner. Vous avez été nombreux à répondre à notre sondage, alors ce sont vos objets favoris qui sont au cœur de l'émission. Et pour ce rendez-vous exceptionnel, j'ai choisi un lieu incontournable de la Chine, le célèbre marché aux puces de Saint-Ouen. 1700 marchands, plus grand marché d'Europe, vous allez découvrir l'histoire de ce lieu mythique. Voici notre sommaire. Cette semaine, c'est le commissaire-priseur Aymeric Rouillac qui accueille les particuliers pour la journée des expertises gratuites. Au programme, les objets les plus fréquemment présentés en salle des ventes. Des bronzes, des toiles, mais aussi une ménagère qui a donné à notre expert l'envie de se mettre à table. Là, on a un joli couvert Kémy. Vous avez de l'inox chez vous? Oui, bien sûr. Vous pourriez manger dans du métal argenté? Non? Au sommet de la liste de vos objets de Chine préférés se trouvent les jouets anciens. Michel, notre collectionneur de la semaine, en est fou. Au point que chez lui, ils ont colonisé tous les recoins de la maison. Et ce grand enfant ne se contente pas de les regarder, il y joue. Et on lui mettait sur la tête le bonnet d'âne avec ses deux petites oreilles, que j'ai pas connues, parce que j'étais très bon élève. Nous suivrons ensuite le brocanteur Patrick Morcos pour une leçon de Chine aux puces de Vanves. Sa mission du jour, négocier au meilleur prix quelques-uns de vos objets préférés. Faïences de nos grands-mères, objets de curiosité et meubles industriels. Notre professionnel a bien l'intention de ne rien laisser lui échapper. Alors voilà, typique de ce genre d'endroit et de déballage où il faut être à l'affût pour retrouver un objet qui sort des cartons après un débarras. Enfin, nous irons à 2 heures de Paris, au beau milieu du Perche, où Pierre-Yves a décidé d'ouvrir la maison d'Hector. À l'origine de cette maison d'hôte, Hector, son petit Jacques Russell, qui n'est pas uniquement la mascotte de la maison, mais aussi une vraie source d'inspiration pour la décoration. À la brocante, on trouve toujours des choses charmantes. À la brocante, des vieux phonos, des vieux pianos, des vieilles armoires, des vieux grimoires qui vous racontent des tas d'histoires. Le marché aux puces de Saint-Ouen s'est construit progressivement pendant plus d'un siècle. Alors à quoi ressemblait cet endroit à l'origine? Eh bien c'est Marc et ses fameuses cartes postales anciennes qui vont nous le montrer tout de suite. Vous venez avec nous? À la brocante, la chose fut abracadabra. Bonjour Marc. Ah bonjour. Comment ça va? Ça va? Ouais, va très bien. bien. C'est toujours un plaisir de vous Ça retrouver. va bien, c'est gentil. On se demandait à quoi ressemblait cet endroit il y a plus d'un siècle. Eh bien c'est Marc évidemment qui va pouvoir tout nous dire. J'ai mon carton. Alors ici, on est en dessous de Paris, on est en dessous de la porte de Clignancourt. On est très en deçà parce que quand on regarde bien, c'est vraiment une pente. Ici, c'est une plaine qui était probablement humide, insalubre, plus ou moins marécage et qui est probablement pas constructible. Donc vous voulez dire que là où on est, là on voilà, serait a priori là on sur est cette a priori plaine. quelque part sur cette plaine ici, au milieu de ça. C'est une sorte de bidonville. L'habitat précaire, oui, oui. Fin 19e, c'est une plaine et c'est un bidonville. Et là, alors, 2 images d'un coup. Un quartier bifin. Quartier bifin. Alors, justement, on va parler des chiffonniers. C'est ça, c'est Les comme ça qu'on bifins, appelait. c'est le surnom des chiffonniers. Il faut savoir que le bifin vient du mot bif, qui est le fait d'un vêtement qui est jeté, qui est totalement hors d'usage, dont on ne peut absolument plus rien faire, même à la limite, même pas un chiffon. Donc on le jette, ça s'appelait un bif. Il faut savoir qu'ici, c'était un quartier évidemment très pauvre et que Paris a chassé ces chiffonniers qui habitaient intramuros pour différentes raisons. Donc ils sont venus s'installer progressivement ici, puisqu'il y avait de la place. Et là, vous nous amenez une belle image d'un chiffonnier. Voilà, là, il y a une très très belle image d'un chiffonnier par le grand photographe 1900 de Paris qui s'appelle Adjet. Laissez parler les petits papiers. À l'occasion
édition papier chiffon. Alors là, on voit justement les chiffonniers en train de vendre, c'est bien ça? Alors là, on voit des chiffonniers en train de vendre, absolument. On est au début du XXe siècle, dans la plaine, comme ici, la plaine de Malassis. Et ça s'appelle déjà le marché aux puces. Et ça s'appelle déjà le marché aux puces. Parce que les vêtements étaient vendus, puces comprises, puisque c'était des vieux vêtements récupérés, c'est bien ça? Absolument. Vêtements, draps, uniformes militaires, etc. D'où ce nom, D'où ce marché nom, aux puces. marché aux puces. Vous dites que c'est la plaine Malassis, ce nom, il vient d'où les Malassis? Alors ce nom, il vient tout simplement du fait qu'ici, probablement, c'était des constructions précaires, donc en bois, il n'y avait rien de dur. Donc, On était peut Malassis imaginer dessus, qu'on c'est était ça? Malassis, le nom vient certainement de ça. Donc voilà commence l'aventure des puces de Saint-Ouen. Pour l'instant, c'est par terre comme ça, il n'y a Voilà, rien de c'est dur. par terre comme ça, il n'y a rien de dur. Mais après, le marché lui-même s'officialise dans les années 20. c'est Alors ça voilà, le premier marché, c'est celui-là, c'est Vernaison, c'est 1920. Voilà d'ailleurs une carte du Vernaison. Nous sommes là donc. Nous sommes exactement ici, là, juste à l'intérieur. Ici, là. Créé par Monsieur Vernaison sur une parcelle qui lui appartenait, donc une parcelle privée. Et c'est lui qui construit les premiers bâtiments en dur pour vendre. Alors là, c'était plus des puces stricto sensu, c'était de la brocante. Ça s'appelait le marché de la brocante parce que justement, on essayait de vendre des choses déjà qui étaient un peu en meilleur état, des choses un peu plus sélectionnées. Alors là, ce sont des dentelières dans le marché de Vernaison. Laissez brûler les petits papiers. Papier de riz d'Arménie. Qu'un soir il puisse papier maïs. Vous réchauffer. Là, nous sommes dans le marché Biron. Voilà, c'est le deuxième marché qui a été créé dans les années 1920. On reconnaît bien, ça ressemble beaucoup plus aux puces qu'on connaît aujourd'hui. Absolument, Des stands, stand en tous en dur, dur. voilà, aligné, exactement comme maintenant. Ça n'a pas beaucoup changé. On est en quelle année là à peu près? Là, on est en 1930. 1930, c'est Alors, allé c'est très C'est une vite. carte de 1930, absolument, oui, oui. Et alors ça, c'est quoi? Alors ça, c'est la dernière carte postale Je que j'ai vois. là. Ça, c'est une carte où il y a un immense terrain vague devant le marché Vernaison. Ben, c'est tout simplement la construction du périphérique. Ah, c'est ça, Donc effectivement, je me disais. toute la zone entre donc l'ancienne fortification et le marché Vernaison. On est en quelle année là? Là, on est 1971, c'est ça? on est fin des années 60 sur cette partie-là, je crois. Ah, c'est assez Absolument. amusant de voir quand même le marché aux puces sans le périphérique devant. C'était mieux sans quand même. Hein. Ah, c'était mieux sans. Hein. Il y avait encore de quoi faire beaucoup d'étals. Merci beaucoup, Marc. Ça reste impressionnant à chaque fois, ces cartes postales anciennes. Merci. À très bientôt. bientôt. Quels sont les objets que vous aimez le plus chiner? C'est la question que nous vous avons posée, mais nous aurions aussi pu la poser à l'un de ces commissaires-priseurs que vous allez voir partout en France pour faire expertiser vos objets préférés. Eh bien, je vous propose d'aller à la rencontre de maître Aymeric Rouillac qui va nous dire quels sont les objets qui tiennent la vedette dans les salles de vente. Et moitié fond. Nous sommes au cœur de Tours, à quelques pas du centre-ville. Comme chaque semaine, Aymeric Rouillac reçoit les chineurs du Val-de-Loire pour la journée des expertises gratuites. Soyez la bienvenue, je vous accueille dans mon bureau. Le commissaire-priseur attaque sa journée avec une habituée de la salle des ventes. Si. Tenez, je vous en prie, asseyez-vous. Cette tourangelle est venue avec 2 bronzes. S'ils font partie des objets les plus courants en salle des ventes, ceux-ci vont donner du fil à retordre à maître Rouillac. Alors, il y en a 2. Alors ça vient du grenier des grands-parents de mon mari. Voilà. Grande qualité. Comment est-ce que c'est exposé chez vous? Dans le bureau de mon mari. Dans le bureau de votre mari? Et qu'est-ce qu'il en dit, votre mari? Il les aime, et donc Je il ne veut pas comprends. s'en séparer. Non, Voilà, je c'est comprends. tout. Mais il ne sait pas ce que c'est. C'est moi qui ai insisté, parce que je dis c'est idiot, ils sont jolis et j'aimerais bien en connaître l'origine, c'est tout. Aymeric Rouillac se lance dans l'expertise et les inspecte de tous les côtés. Ce sont des portraits, un vieil homme, une vieille femme. On voit sur les traits de leur visage qu'ils sont marqués par la vie. Oui, oui, sûr. Ils sont âgés, fripés comme des vieilles pommes. A priori, ils sont plutôt indo-chinois. C'est un portrait qui est extrêmement réaliste. Elle est fermée. On sent qu'elle n'a pas envie de poser. C'est quelque chose qui n'est pas dans la culture asiatique, le fait de poser. Des portraits peu courants, mais ce qui interpelle surtout le commissaire-priseur, c'est qu'il ne voit aucune signature, ni de l'artiste, ni même du fondeur. J'ai fait le tour, j'ai regardé avec une loupe, mais Il n'y a j'ai pas rien trouvé. la moindre signature. On n'a rien. Mystère. Mystère. Vous avez de la famille qui était en Indochine? Ouais, comme mon mari est d'une famille de militaires, c'est possible qu'il y en ait un qui soit allé là-bas. Ces objets piquent la curiosité de maître Rouillac. Il va procéder par déduction. Donc, il y a plusieurs possibilités. Première possibilité, se dire que c'est une fonte en très grande série, sans intérêt. Oui, possible. Pourquoi pas?
Mais j'y crois moyennement J'en ai parce jamais que vu nulle part. Hein, parce que c'est pas un modèle qui est très connu. Soit un artiste qui a voyagé en Indochine, Oui, bien qui sûr. a travaillé en Indochine et qui les a fondus là-bas, sur place. Ce sont des pièces mystères sur lesquelles il faut travailler. Mais pas question pour Aymeric Rouillac de laisser le mystère s'installer. Il décide sur le champ de faire quelques recherches. Il mène son enquête en suivant ses intuitions et en quelques clics sur Internet, trouve un artiste qui semble correspondre. Il y en a un qui s'appelle Gustav Adolf Hierholz. Parmi ces différentes productions, je suis tombé sur ce portrait d'un moine qu'il a réalisé en 1920, à cette époque-là. Ah oui. Et on a exactement la même façon de traiter son sujet. Non ? Oui. Même sens des proportions, la hauteur et la largeur qui sont à peu près la même, les oreilles plutôt dégagées, la tête un peu penchée. C'est la piste que je voudrais vous donner. Gustav Adolf Hierholz est un artiste du début 19e siècle qui a fait une partie de ses études à l'école des Beaux-Arts d'Hanoï quand l'Indochine était encore française. Le puzzle semble prendre forme. Un bronze indo-chinois pour le marché européen, c'est une valeur qui est relativement limitée. Si en revanche c'était un artiste qui a travaillé en Indochine et qui les a réalisé d'après par exemple des gens avec qui c'était lié d'amitié, suivant la qualité de l'artiste, c'est double, et c'est pas quitte. 2000 € la paire. Et puis en fonction de ce qu'on peut retrouver, pourquoi pas plus. Cette dame ne souhaite pas se séparer de ses bronzes, c'est elle qui se chargera de poursuivre l'enquête. Mais avant de partir, Maître Rouillac a une dernière recommandation. Et surtout, le jour où vous voulez vous en séparer, gardez-les ensemble. C'est un homme, une femme, ils ont été unis dans la vie, ne les séparez pas dans l'au-delà. Je vous remercie beaucoup. D'accord ? Merci d'être venu, merci de votre confiance, je vous saluerai votre mari. C'est au tour de ce couple originaire de Loches. Soyez les bienvenus. Ils sont venus avec un autre classique de la salle des ventes. On a apporté diverses choses. On va commencer par votre assiette. Donc, voilà, l'assiette. Donc, j'en ai à peu près une douzaine, mais je ne les ai pas toutes amenées, juste une parce qu'elles sont toutes pareilles. Donc là, je ne sais pas ce que ça vaut. Ça vient de chez mes beaux-parents, enfin peut-être que ça vient de peut-être les grands-parents même. Donc, voilà. Vous en servez à quelles occasions ? Je ne m'en sers pas. Pourquoi vous en servez pas ? Oui, Vous venez me voir avec quelque chose dont vous ne servez pas ? Il y a des belles assiettes, il faut s'en servir. Oui, c'est vrai que c'est des belles Vous faites une jolie table. Les fleurs qui sont représentées ici, ce sont des iris, avec un entourage de festons, de treilles, très Louis XIV. Ça a peut-être 100, 120 ans. Ah, d'accord. Elle est en parfait état. La grande question, c'est de savoir quel va être le matériau. C'est de la céramique, c'est-à-dire que c'est un mélange de terre et d'eau. Mais il y a des céramiques qui sont plus précieuses que les autres, ce sont les porcelaines. Comment est-ce qu'on fait la différence entre la porcelaine et la céramique ? La porcelaine, on peut voir le jour à travers. Est-ce que c'est le cas avec votre assiette ? Non. C'est opaque. Donc c'est pas de la porcelaine, c'est plutôt de la faïence. Vous en avez 12 à compter entre 2 et 5 € l'assiette ? Multiplié par 12 ? Non, mais c'est... On va pas très loin, hein ? Non, mais c'était pour avoir une idée. Vous mettez ça le dimanche, faites une jolie table. Je vois que vous avez de l'argenterie aussi. On va en sortir un de chaque pour mettre la table autour de cette belle assiette. Une ménagère complète pour 12 convives. Aymeric Rouillac n'hésite pas à faire un peu d'humour et décide de jouer à la dinette. Là, on a un joli couvert Kémy. Quand est la dernière fois que vous en êtes servi ? Même chose. Ça n'est jamais servi. Servez-vous-en. Vous avez de l'inox chez vous ? Oui, bien sûr. Vous pourriez manger dans du métal argenté. Non ? Pourquoi manger dans de l'inox ? T'as meilleur goût en plus ces aliments. Je ne sais pas s'ils ont meilleur goût. Et surtout, un joli design typique de la période Art déco avec son décor géométrique. Mais ce qui donne la valeur d'une ménagère, c'est évidemment les poinçons. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Non. Tout ce qui est argenté n'est pas en argent. Regardez le poinçon. Oui, j'ai regardé, mais... Si vous avez un carré ou un rectangle, c'est que c'est du métal argenté. On a un rectangle. Vous voyez le rectangle ? Oui. C'est que c'est du métal argenté. D'accord. La valeur d'une belle ménagère comme ça, c'est la même chose que vos assiettes. Oui, C'est 20-30 € la ménagère complète. 50 € maximum. Ça vaut moins cher que vos couverts en inox. Ah ouais. C'est un peu plus beau. Ah oui, mais c'est différent. Mais après, oui, C'est une question de style. Voilà, c'est une question de style. Ça aurait été de l'argent massif, vous multipliez par 20.
Oui. D'accord? Et c'est du métal argenté. Un bon moment pour ce couple, mais une estimation qui n'a pas été à la hauteur de leurs espérances. On ne connaissait pas la valeur de ces objets. On pensait peut-être que ça avait une grosse valeur financière, mais non. Donc ça a plutôt une valeur sentimentale pour nous. Mais bon, après, ça permet de dire à nos enfants si c'est une valeur pécuniaire ou pas. Donc voilà, je pense que maintenant on va s'en servir et puis voilà, on verra. C'est déjà l'heure du dernier rendez-vous de la journée. Entrez, cher monsieur. Aymeric Rouillac va expertiser des objets qui sont les plus apportés par les chineurs en salle des ventes, les incontournables tableaux. J'ai tout un tas d'objets que j'ai récupérés du décès de ma grand-mère, du décès de ma grande-tante, ça date des années 85-90. Ouais. Et j'aimerais bien savoir si je peux effectivement, Allez-y, si on peut en faire quelque chose. Si le commissaire-priseur est habitué à expertiser des toiles, c'est bien la première fois qu'il va devoir faire une estimation sur 3 générations de peintres. Il commence avec une peinture du 19e siècle, attribuée au grand-père. Celui-ci, c'est Pierre-Alexandre Janniot. C'est une toile. Bon, il y a un petit défaut dans un Elle coin, a effectivement. été accidentée. Hein. Ouais, ouais. Ça, c'est un lac avec ce personnage qui est en train de tirer sa barque qui sort du lac pour pouvoir la mettre sur la grève. Est-ce qu'on a une indication du lac au dos? Oui. Lac d'Annecy. Le lac d'Annecy par Alexandre Pierre Janniot, directeur de l'école des Beaux-Arts de Dijon. J'ai tendance à vous dire que ce tableau, il a plus d'intérêt pour son sujet, le lac d'Annecy, que pour son état, ou même que pour son peintre. Donc ça, c'est sympathique, hein, ça vaut quelques centaines d'euros. Et vous pouvez faire un bon restaurant avec ça. D'accord. Faites pas le tour du monde. Qu'en sera-t-il pour les autres toiles? Aymeric Rouillac passe maintenant au tableau peint par le fils du premier peintre, Georges-Alexandre Janniot. Il y a un peintre qui faisait partie de ce qu'on appelle les impressionnistes en Lorraine. En Lorraine. C'est très sympathique. Pourquoi? Parce que là, on voyage dans le temps. Le sujet, c'est le rôle de représentation mondaine, sociale, de la promenade au bois de Boulogne. Une coutume de la bourgeoisie parisienne du début du 19e siècle. Assez admiratif du style et de la technique du peintre, Aymeric Rouillac cherche sa cote sur Internet. C'est un peintre qui est prolifique, qui a une cote qui est plus importante que celle de son père, hein, de Janniot. Connu. Grande toile, ça fait plusieurs dizaines de milliers d'euros. Là, c'est quelque chose de plus petit. C'est pas la même chose. On peut dire à partir de 1000 euros. Hein. Une vraie déception pour cet héritier qui avait déjà fait expertiser ses tableaux il y a une trentaine d'années. Il cotait 30 000 dans les années 80. 30 000 francs. Là, aujourd'hui, c'est plus les impressionnistes qui font des prix fous. Vous entendez, c'est Andy Warhol, c'est Basquiat, c'est Giacometti, non? Dans ses sacs, d'autres toiles de ce petit maître du 19e siècle, mais aussi des peintures du petit-fils. L'occasion unique pour Maître Rouillac de se pencher sur une 3e génération. Regardez comme c'est intéressant. On a toute l'évolution de la peinture française sur 50 ans. Le grand-père, extrêmement inspiré par l'école de Barbizon et la représentation de la nature. Le fils, Janniot, parisien, sur un panneau, qui va vouloir absolument croquer toute cette fille moderne. Et puis, le fils, écrasé par la personnalité de son père et de son grand-père, il est incapable de signer de son nom, il signe Éric Janet, il n'ose pas assumer son nom de Janniot, il n'a pas su trouver son style. 3 générations sur un même bureau. Merci, c'est un très beau moment. Qu'est-ce que vous voulez faire de tous ces tableaux? J'en sais rien, j'ai 27 ans que j'ai ça. Je serais très heureux de vendre le père et le fils aux enchères. Ça se passerait bien pour vous. Le petit-fils, j'y crois moins. Ouais, d'accord. Le petit-fils, j'y crois moins. Ce monsieur se laisse convaincre sans trop de difficultés. Si je peux en faire autre chose et puis l'utiliser pour, je sais pas, pour mes voitures ou pour enrichir, entre parenthèses, ma collection de timbres ou me faire plaisir sur autre chose, pourquoi pas. Le particulier laisse donc une bonne partie de ses toiles à Aymeric Rouillac, qui finit sa journée avec, en perspective, une future jolie vente de tableaux familiaux.
Que chinez-vous le plus? Quand on vous a posé la question, votre réponse a été quasi unanime. La reine de la brocante, c'est sans conteste la vaisselle. Alors je vous emmène maintenant voir une spécialiste qui manie à merveille l'art de la table. Vous allez voir, la boutique d'Eva tient dans un mouchoir de poche et pourtant on vient du monde entier pour y découvrir une vaisselle ancienne et raffinée. Vous allez comprendre, venez avec moi. Bonjour Eva. Bonjour Églantine. Comment allez-vous? Bien et vous? Très bien. Je vous disais que ça n'était pas très grand, mais il y a beaucoup de choses. Alors vous, Eva, ici à Saint-Ouen, vous êtes spécialiste de la vaisselle ancienne à partir de 1850, c'est ça? Oui, c'est ça, 19e on va dire. Vous avez une table magnifique. Alors quand on couvre comme ça une période très large, est-ce que ça veut dire qu'on va avoir toutes sortes de décors possibles? Qu'est-ce qu'on trouve? Oui, bien sûr. Alors au 19e, on trouve beaucoup de services monogrammés. Personnellement, c'est ce que j'adore. Alors ça peut être le monogramme d'un château, ça peut être le monogramme d'une famille, tout simplement. C'est ce qu'on offrait au mariage avant. Exactement, c'est ça. On offrait un service de table avec les initiales Mais ça des dérange pas mariés. vos acheteurs d'avoir des initiales qui sont pas Non, les leurs? non, pas du tout. Alors est-ce que je peux espérer par exemple trouver un service à mes initiales? Ah ça, c'est possible. C'est possible? C'est déjà arrivé. Alors là, quand des clients arrivent et qui voient leur monogramme, alors là, la vente est faite. C'est sûr. Ça, il n'y a aucun souci. Mais sinon, ça laisse, si vous voulez, au service une certaine âme et c'est ce que les gens aiment, quoi. C'est quoi les stars de la vaisselle ancienne aujourd'hui? Qu'est-ce que les gens aiment le plus? Ce qui se fait beaucoup maintenant, qui se faisait moins avant parce que les gens aimaient les choses avec un peu d'unité, c'est de mélanger les choses. Vous voyez, par exemple, comme ce service qui est un service 19e. Ce qui est sympa, c'est des petites assiettes du même esprit, un mélange. Mais alors, est-ce que ça veut dire, parce que je vois beaucoup de pièces, vous avez même empilé beaucoup de choses, un service complet, c'est combien de pièces? Un service complet, c'est au moins 24 plats, 12 creuses, 12 desserts, des assiettes à pain, éventuellement des assiettes à salade, si c'était possible. Il y a certains services qui en ont. Quand on demande un service complet, ça partait toujours de 12 personnes, c'est ça? Oui, au moins 12 personnes. Voilà, minimum 12 personnes. Moi, j'ai fait le choix d'avoir dans la boutique des services quand même assez complets. Ça peut être des services de 100 pièces. Ah, c'est ça? Souvent. Un service complet, Ouais, c'est ouais. jusqu'à 100 pièces? Oui, 100 pièces, même plus. J'ai même des demandes pour des services plus importants de 200 pièces. Parce que c'est vrai que les gens qui vont acheter un service comme ça ont envie de recevoir. Eva, pour s'offrir un service complet, donc une centaine de pièces, ça doit valoir une certaine somme quand même, à peu près. Ah oui, pour un service complet, mais bon, vous savez, les services, vous en trouvez à tous les prix. Tout dépend ce que vous décidez moyenne. de faire. Il faut quand même compter minimum 1 000 euros. 1 000 euros, entre 1 000 et 2 000, 2 500, ça dépend la qualité, ça dépend la quantité de pièces. Mais bon, quand vous avez 100 pièces, finalement... 10 euros la pièce. Voilà, en fait. ça, c'est pas très cher, quoi. C'est plutôt beaucoup moins Oui. cher que ce qu'on peut trouver en magasin. Exactement, exactement. Alors, je ne voyais effectivement que de la porcelaine, mais vous avez donc de la faïence aussi. Voilà. Et là, c'est pareil, en faïence, il y a des services complets d'une centaine de pièces? Ça peut arriver, ah oui, bien sûr, bien sûr. Alors ça, c'est un autre modèle de service à asperges. C'est ça, l'assiette Vous à voyez, asperges. avec le plat asperges. Regardez comme Ah, il ça, est. j'adore. Comme il est joli. Regardez, donc on C'est posait joli. les asperges Voilà, là, et ça s'égoutait. Ça s'égoutait. C'est joli, Très hein. joli. Après, vous avez ici les assiettes à huîtres. À huîtres. Alors ça, c'est de la faïence de Lunéville. Est-ce qu'il y a une différence de prix entre la faïence et la porcelaine? Non, il peut y avoir des services de faïence très chers, comme des services de porcelaine très chers, en fait. Non. Le choix, en tout cas, entre faïence ou porcelaine, c'est une question de goût purement De goût, personnel. voilà, exactement. La faïence a un côté un petit peu plus rustique, on va dire. Eva, je vois derrière, vous avez une valise pour de la vaisselle à Ah dessert. oui, ça c'est très amusant. C'est magnifique. Oui, c'est un petit service à dessert. C'est de la porcelaine de Limoges également. Qu'est-ce que c'est joli. Ça date de quand? Oh, ça date, c'est 1900, je pense. 1900, Avec les 1920. couverts. Avec les petits couverts. Et là, il y a combien de pièces en tout? 12 pièces. 12 pièces. Voilà, donc c'est- 12 couteaux, 12 fourchettes, 12 petites assiettes. Eva, moi je suis une grande buveuse de thé. Est-ce que vous avez ce qu'on appelle un égoïste?
Non, aujourd'hui, j'en ai pas à vous proposer, mais il m'arrive d'en avoir. Par contre, j'ai un tête-à-tête. Ah, alors, un égoïste, c'est pour ceux qui veulent boire leur thé tout seul. Ouais. Et un tête-à-tête, c'est pour le boire à deux. Exactement. Donc là, C'est il faut joli. inviter quelqu'un. C'est un tête-à-tête donc Empire. Oui. C'est de la porcelaine de Paris. Alors, il a son petit plateau, le sucrier, le pot à lait, sa petite cafetière et ses deux... C'est deux tasses. Et j'en c'est avais deux une tasses. tasse et j'ai mon égoïste. Voilà, exactement, tout simplement. C'est très joli. Merci beaucoup, Eva. À très bientôt. À bientôt. Je vous propose maintenant d'aller à la rencontre de notre collectionneur de la semaine. Est-ce que vous avez gardé tous les jouets de votre enfance? Pas évident. Eh bien, Michel, lui, non seulement les a tous gardés, mais en plus, il les chine sans cesse depuis plus de 30 ans. On va donc refaire avec lui un retour en enfance qui devrait vous ravir, puisque les jouets arrivent juste après la vaisselle parmi vos objets préférés de la brocante. Quizás, quizás, quizás. Nous sommes à Gonfreville-Lorcher, en Seine-Maritime. C'est ici que vit Michel, un collectionneur qui n'a jamais quitté l'enfance. Depuis plus de 30 ans, il traque les jouets anciens et aujourd'hui, il en possède tellement que son abri de jardin a perdu sa fonction d'origine. C'est la caverne d'Ali Baba, c'est le seul endroit que je possède pour mettre ces dizaines de caisses. Des caisses remplies de jouets anciens que Michel redécouvre à chaque visite. Comme cette poupée qui allait être jetée par son propriétaire et que Michel a sauvée in extremis. Je suis presque un sauveur du patrimoine des chefs-d'œuvre en péril. C'est une poupée marotte qui a été utilisée par les nounous pour tout simplement endormir les enfants. Puis il y a un petit sifflet. Alors l'histoire ne dit pas si c'était pour réveiller l'enfant quand il s'était endormi. Bon, elle est, comme on dit, dans son jus. Elle a 100 ans. Quelle tête aurais-je dans 100 ans? Je ne sais pas. Et au milieu de ses trésors cachés, voici le premier achat de sa collection. Un camion de pompier de 1953, son jouet préféré quand il était enfant. Mon papa était pompier, tout simplement. Et que peut demander au Père Noël un fils de pompier? Bien, une voiture rouge. Il faut dire aussi qu'à l'époque, dans les années 50, on n'avait pas des jouets tous les jours. Anniversaire, Noël, principalement, et puis ensuite des petits jouets de bazar quand le carnet d'école était bon. Ce qui m'arrivait de temps en temps. La collectionnite, si on peut dire, a commencé à partir de ce jouet. Et ensuite, bien d'autres. Comme des milliers de Français, Michel adore chiner les jouets. Sauf que lui, il ne s'est jamais arrêté. Au point d'en recouvrir tous les meubles de sa maison. Mais c'est une passion. Parce qu'il n'y a pas que le jouet, il y a toute l'histoire autour du jouet. La vie des gens à l'époque, c'est quand même assez intéressant. Et dans sa collection, c'est justement les jouets des années 50, 60, ceux qu'il avait enfant ou qu'il voyait chez ses copains, qui remportent son intérêt haut la main. Comme cette école élémentaire de filles, un véritable témoignage sur la vie scolaire de l'époque. Tout y est, le tableau noir, les petites cartes telles qu'on les trouvait sur le mur de l'école. On trouve des petites choses amusantes telles que les bons points. Et puis, chose qui n'existe plus maintenant, c'est la petite médaille qui a été remise en fin d'année, au mérite pour les enfants qui avaient obtenu de très bonnes notes. Alors tout ça, bien sûr, a disparu. Quant au cahier de ces écolières, il porte encore la trace des petits propriétaires de ce jeu. Alors peut-être qu'ils rechignaient un petit peu à l'école à faire leurs devoirs, mais là, sous la forme ludique, on n'hésitait pas à prendre le crayon et puis à faire des additions, à faire des petites dictées. Ah, tiens, amusant. Là, Dominique, 25 décembre. Il est découvert au pied du sapin. Bien sûr, on joue à la maîtresse ou on joue à l'écolier. Ici, les livrets fleurissent de bonnes notes. Mais en cas de mauvais résultats, voilà ce qui attendait l'enfant. Il était puni et on lui mettait sur la tête le bonnet d'âne avec ses deux petites oreilles que j'ai pas connues, puisque j'étais très bon élève. Et je suis content d'avoir ce genre d'objet, même si je ne l'ai pas utilisé étant môme. D'ailleurs, tous les jouets que j'ai ici, je ne les ai pas tous utilisés, je ne les ai pas tous eus. Alors là, sinon, j'aurais été
le roi, j'allais dire le roi du pétrole. Sa collection est donc une belle revanche, puisqu'il a retrouvé non seulement les jouets qu'il n'avait pas eus enfant, mais aussi ceux qui intéressaient ses petites copines. Michel a la panoplie complète des ménagères en herbe, un avant-goût de ce qui les attendait à l'âge adulte, comme avec cette petite cuisinière. Elle chauffe, puisqu'elle était branchée directement sur le courant électrique de l'époque, qui était du 110 volts, et on pouvait faire chauffer une petite casserole d'eau. Inutile de vous dire que par rapport aux normes actuelles, ce genre de jouet n'existerait plus de nos jours. Le réalisme poussait jusque dans les moindres détails pour mieux inculquer le modèle parental. Il y a une marque très connue qui est la marque Singer, qui dans les années 50 éditait ce genre de petits prospectus. Demain, comme maman, je pourrais coudre, repriser, broder et faire mes robes moi-même. Alors effectivement, la petite machine qui est vraiment superbe se trouvait dans une boîte très, très explicite. Et cette petite machine, en métal, avec une petite bobine de fil et l'aiguille, tout l'appareillage nécessaire, permettait à l'enfant de coudre des tissus et faire des vêtements, à tel point qu'il était édité des petits patrons pour faire les habits de sa poupée. C'est un objet que j'ai trouvé dans une foire à tout, dans sa boîte d'origine, et je pense l'avoir payé une trentaine d'euros, ce qui est quand même tout à fait raisonnable pour un petit produit qui est encore en très très bon état. Les jouets reflètent les mœurs, mais aussi l'actualité. Les années 50 sont celles du satellite Spoutnik, des récits de soucoupes volantes et des premières fusées. Tout un monde qui se retrouve décliné en miniature. Si lui y joue avec plaisir, ses petits-enfants, eux, n'ont le droit d'y toucher qu'avec les yeux. Un exemple de la conquête spatiale, une fusée qui est certainement sortie en jouet dans les années 60. Je l'ai trouvée sur une brocante. Bon, j'en ai fait l'acquisition pour quelques dizaines d'euros. Ça roule, comme une voiture, bien sûr. Et puis, hop, d'un seul coup, voilà, l'engin, il se lève tout seul. Et en plus, il y a le petit bonhomme qui apparaît, un cosmonaute, comme on dit, ou un astronaute. Bon, c'est assez amusant, dans la recherche déjà du jouet. Et puis, il y a le côté mécanique, parce que à l'intérieur, c'est quand même un petit automate, hein, tout simplement. Dans la collection, je peux dire qu'il y a environ 80% des jouets qui fonctionnent. S'ils ne fonctionnent pas, je cherche pourquoi ils ne fonctionnent pas. Alors, je vous le dis tout doucement, je ne suis pas bricoleur. Mais pour ça, oui. Ne répétez pas à ma femme. Surtout pas. Je vous propose maintenant de suivre un professionnel de la Chine. Patrick Morcos est brocanteur ici même, au Puces de Saint-Ouen, mais aujourd'hui, exceptionnellement, il délaisse son stand pour nous emmener de l'autre côté de Paris, au Puces de Vanves. Il va chiner, pour nous, certains de nos objets préférés. Suivez le guide. Sur la rive gauche de la Seine, à quelques pas du périphérique, nous sommes porte de Vanves. Il est à peine 7 h du matin et les Parisiens dorment encore quand nous retrouvons Patrick Morcos. Le brocanteur de Saint-Ouen s'est levé tôt pour aller chiner dans le plus grand marché brocante de Paris, les Puces de Vanves. Ce marché-là de particulier, c'est des marchands, je pense, qui font des adresses et qui vendent des objets nature dans leurs rues et c'est ça qui est intéressant. C'est excitant pour le particulier comme pour le marchand. Et là, c'est en train de déballer, chacun vide son véhicule, son camion. Donc ça peut être, les affaires peuvent se faire sur 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et c'est le meilleur moment. Chaque week-end, quelques 350 exposants accueillent des milliers de chineurs venus du monde entier. La mission de notre brocanteur aujourd'hui, chiner quelques-uns des objets préférés des Français.
Quand il s'agit de décorer son intérieur, la grande tendance est aux années 50, avec ce design caractéristique de l'après-guerre. On a un pichet en faïence vernissée noire, l'intérieur bleu, où déjà on essayait de faire un objet usuel et décoratif, et avec des formes atypiques. Et là, on a la forme d'un canard. On a le corps du canard, et là, on trouve le bec, éventuellement la tête et le bec du canard. Si on a un peu d'imagination aussi. Celui-ci qui est en bon état, en parfait état, ça reste une bonne affaire, un bel achat. S'il marquait 150 €, on a un prix à 120 ou 130 €. Pour autant, Patrick Morcos n'achètera pas cet objet qui ne correspond pas à ce que recherche sa clientèle. Autre objet de brocante prisé par les chineurs français, les pièces qui leur rappellent des souvenirs. Alors ça, c'est marrant. Un bol en petite faïence, décor au pochoir. Donc là, très stylisé, on a des fleurs qui sont typiquement des années art déco, entre deux guerres, qui rappellent bien nos grands-mères. Il est toujours encore un objet qui peut être décoratif sur une étagère de cuisine et dont on peut se servir tous les jours pour prendre un petit déjeuner. Il est rare que les services complets de vaisselle ancienne aient survécu au temps. Mais ce n'est pas un frein pour notre brocanteur, bien au contraire. Donc là, il n'y en a qu'un, c'est dépareillé, mais c'est des choses qu'on peut acheter à l'unité. On se fait un décor chez soi en chinant objet par objet. Là, vous en avez un petit qui est très mignon. Quand on le retourne, on apprend que c'est d'une fabrique connue, Sarreguemines, ce qui est toujours un petit plus quand on achète un objet ancien dans une brocante. Et l'autre plus de la brocante, madame, s'il vous plaît, c'est que l'on peut toujours négocier cette petite vaisselle pour l'obtenir au meilleur prix. C'est 20 € pièce. C'est ça, vous me dites 20 € pièce. Et vous faites un prix sur les deux, je suppose, non? Je vais vous faire 30 € les deux. 30 € les deux, je trouve que c'est raisonnable quand on veut se faire plaisir et acheter de l'ancien. Ça reste des prix brocantes encore, où on a le plaisir d'avoir, en chinant, un rapport qualité-prix qui est toujours acceptable. Mais la marotte de notre brocanteur... Bonjour, ça va? Ce sont les objets de curiosité. Est-ce que vous allez deviner ce que c'est? Objets de civilisation, instruments, les chineurs raffolent de ce genre de pièces. Alors Patrick, de quoi s'agit-il? C'est donc des râpes à tabac qui sont là en bois. Là, l'objet était tenu en main comme ça, et on passait la feuille de tabac sèche qu'on râpait comme ça, et on récoltait au bout le tabac à priser. Celle-ci est aussi belle qu'intéressante parce qu'elle a ce petit compartiment au bout où sort le tabac râpé en poudre, qui se conserve comme ça. Si on le retourne dans la poche, on peut le râper à l'avance quand on voyage. Des pratiques d'un autre temps qui permettent aux brocanteurs de dater ces râpes entre la fin du XVIIe et le début du XVIIIe siècle. Chaque râpe est vendu 400 € pièce, un prix intéressant pour un collectionneur, mais bien trop élevé pour Patrick Morcos qui passe son tour. C'est le blues du chat, là? Même si vous n'êtes pas un lève-tôt, il se passe toujours quelque chose aux puces de Vanves. Tout au long de la matinée, les exposants continuent de déballer leurs camions sous le regard des chineurs curieux. Alors voilà, typique le genre d'endroit avec déballage où il faut être à l'affût pour retrouver un objet qui sort des cartons après un débarras. Un objet ou un meuble tout juste déposé sur le trottoir. Ça c'est sympa, on a une armoire en métal là qu'avaient des ouvriers dans des usines, dans des bureaux où ils rangeaient leurs documents, leurs habits, où ils se changeaient. Donc avec petite étagère, penderie à l'intérieur. Typiquement le meuble industriel qui plaît parce que costaud, résistant, qui maintenant on réutilise même dans un intérieur, qu'on laisse comme ça, qu'on fait polir avec la ferraille apparente, brute, ou qu'on peut repeindre comme on veut. Pour ces meubles fonctionnels destinés à avoir une seconde vie, il ne faut pas hésiter à bien inspecter leur état. Quand vous chinez ce genre de meuble, il faut que ce soit dans son jus, mais pas trop rouillé en bas. Ça, c'est juste oxydé, c'est à repeindre. Alors, fermeture, c'est avec petit locto de blocage. Elles sont en bon état d'ailleurs. L'intérieur n'a pas souffert. Exactement le genre de meuble très à la mode aujourd'hui. Ça fait partie un petit peu des meubles incontournables au niveau du mobilier industriel, entre les bureaux, les luminaires et les sièges. Et quand on est content de trouver comme ça, éventuellement en brocante et à prix attractif. Ce qu'on va demander. Oui, bonjour, merci de me renseigner le prix de votre meuble en fer. 60. La petite armoire, 60 €. Ouais. Avant discussion donc. Mais avec Patrick, tous les arguments sont bons pour négocier.
Et ça peut être quoi le prix si je le charge moi, que je l'emmène moi? 50, 50. D'accord, 50. ok. D'accord, ben merci en tout cas. Merci. Donc à 50 €, je suis plutôt content parce que c'est des meubles dont j'ai un peu de demande et c'est vendu d'avance, donc c'est des affaires agréables. Une très bonne affaire, d'autant plus qu'elles peuvent parfois atteindre jusqu'à 250 €. La matinée de Chine était sympathique parce qu'on a trouvé des choses tout à fait différentes, à l'image des puces de Vanves. Mon dernier conseil serait toujours d'être courageux et de venir tous les week-ends de bonne heure pour chiner et augmenter les chances de faire des découvertes dans tous les domaines. Si vous voulez tenter l'expérience, les puces de Vanves ont lieu tous les samedis et dimanches jusqu'à 14 h. Bonjour Églantine. Vous allez bien? Bien, bien, et vous? Très bien. Alors voilà, Xavier était un des fondateurs de XXO. Eh Donc, oui. de cet endroit absolument incroyable. On voit tout de suite quand on arrive tout ce mobilier vintage, on va dire. Oui, oui, c'est ça. Et donc tout chez vous est à louer. Tout est à louer. C'est fabuleux. Mais qui sont les gens qui viennent vous louer ce genre de pièces? Alors les gens qui nous louent ces pièces, d'abord c'est les agences événementielles qui organisent des soirées avec leurs employés ou qui font des lancements de produits, et aussi des particuliers qui organisent des mariages ou qui Si je fais une fête chez moi et que j'ai envie d'un fauteuil comme ça, je peux vous le louer? Absolument, vous pouvez le louer, on vous le livrera, on vous l'installera, on vous aidera même dans la conception du choix des meubles si vous en avez besoin. Xavier est un ancien brocanteur et là, vous n'avez pas encore vu, mais juste derrière, il y a un entrepôt. Ouais. Il y a, je ne sais pas combien de pièces à peu près. 3000 pièces, 3500 pièces. Vous vous rendez compte? Il paraît même que l'Office de tourisme organise des visites chez vous. Oui, depuis quelques temps, depuis 2 ans maintenant, on a des groupes de plus en plus importants qui viennent visiter XXO. Alors, on va jeter un œil tout à l'heure. Nous, aujourd'hui, plaisir. on fait une émission un peu spéciale sur nos objets préférés. Quel est l'objet qu'on vient vous demander le plus? Celui que vous louez le plus? En termes de quantité, ça va être la Ghost, qui est une chaise très contemporaine et qui en même temps est une chaise très ancienne parce que c'est une interprétation d'une chaise du XVIIIe siècle. Alors forcément, tout le monde... C'est la Louis XVI revisitée par Stark. Voilà. En plus, elle s'empile. Ah ouais, elle est géniale, elle est pratique, elle se lave. Voilà, on en a beaucoup. Grand succès. Donc voilà, donc c'est un grand succès, on la loue beaucoup. Alors, ça se trouve à peu près à 250 €, je crois, une chaise de ce style. Le prix d'achat d'une chaise comme ça, c'est à peu près 250 €. Et vous la louez à quel prix? Alors nous, ça va de 28 à 30 à 40 € pour les modèles. Oui. Et puis ensuite, ça dépend des quantités. Donc plus on vous prend de chaises, moins on paye cher, évidemment. C'est toujours le même. Ça veut dire que vous avez un stock énorme? Vous en avez beaucoup? On a à peu près 300, 400 chaises comme ça, oui. On peut en profiter pour aller voir? Oui, bien sûr, on peut aller voir. Je vous suis. Avec grand plaisir. Donc je vais vous montrer. Ça tombe très bien, là, il y a des chaises. Ah oui. Il y a un retour de location. Donc les chaises sont mises en quantité sur des chariots. C'est pas la Louis Ghost, ça, c'est la Marie. Celle-ci, c'est la Marie. C'est la première qui l'avait créée. C'est la plus fine aussi, donc on peut en mettre beaucoup plus. Ah oui, je la vois là. C'est vrai que Stark a créé 3 modèles de Ghost. 3 modèles, ouais. La Donc, première, d'ailleurs, c'était celle-là. La Marie, toute simple. Toute simple. La Louis Ghost qu'on a vue tout à l'heure. Qu'on a vu tout à l'heure. Et la Victoria Ghost, qui est Avec... sans accoudoir. Xavier, la première chose que je vois quand même quand j'arrive ici, c'est que vous louez essentiellement des assises. Oui, effectivement, on loue beaucoup d'assises parce que, en général, dans les événements, les gens soit mangent, soit discutent et s'assoient. Donc, forcément, il y a beaucoup d'assises. Et vous avez des pièces magnifiques. Alors, on a des gammes, en fait. Tout l'intérêt, c'est d'avoir des gammes. Par exemple, ça, c'est une gamme de mobilier des 30. Alors, on va avoir, par exemple, 20 ou 30 méridiennes comme ça, avec les fauteuils assortis, la chaise assortie. Et ce sont des gammes que l'on monte dans des thèmes. Viens petite fille dans mon comic strip, viens faire des bulles, viens faire des J'imagine que je peux trouver chez vous des pièces que jamais je ne pourrais m'offrir, mais que je peux louer le temps d'une soirée. C'est tout l'intérêt de venir chez XXO pour pouvoir se payer des pièces un peu folles lors de ces soirées. Vous avez vu la Boca, par exemple. Je veux bien qu'on y aille retourner la quand revoir. vous êtes arrivé. Bon, ça J'adore ça. Ça devient un petit peu compliqué de s'offrir ça, mais asseyez-vous, c'est fait pour ça. Allez-y, je vous en prie. Oh là là. Mais venez avec moi. Eh bien, avec plaisir. C'est une Boca qui date de quand, celle-ci? Alors, celle-ci, ça fait partie des premières éditions, en 71. 1000 exemplaires, a priori. Donc, et celle-ci, elle doit être le numéro 230 ou 200... C'est ça. Donc, dans les années 70, donc celle-ci, c'est ce qu'on appelle la Boca inspirée de Marilyn Monroe.
Voilà, le Sudo 65, parce que c'est les créateurs, qui sont des Italiens, c'est un petit peu un hommage à Marilyn Monroe. Donc la bocca comme la bouche en Voilà, italien. la Mais bouche. au tout départ, le tout premier, c'est bien Salvador Dali. Ouais. Et c'était en hommage à l'actrice Mae West. Alors oui, on peut voir au musée de Figueres la bouche, on la voit avec... En Espagne, ouais, je l'ai vu. c'est- Et parce qu'il avait créé toute une pièce. Voilà, où on voit un personnage en entier avec cette bouche, le nez et tout. Voilà. Je crois que ça vaut à peu près 10 000 € ce fauteuil. Alors, les très anciens, oui, Pour une fête, je veux louer la bocca et l'avoir dans mon salon. Vous me le louez combien? 400 €, c'est le prix de Pour une base soirée. pour une soirée. Bésame, bésame mucho. Cette chanson d'autrefois, je la chante pour toi. J'ai repéré aussi à l'entrée quelque chose qui m'a toujours fait rêver, c'est la fameuse ball chair. Oui, c'est la chaise du prisonnier, hein, c'est le fauteuil du prisonnier. Alors je vous laisse celle-là et je me mets dans celle-là. D'accord. Alors là, on a un angle. C'est un fauteuil quand même complètement incroyable, celui-là, parce que c'est un petit peu... Je on vous se retrouve, entends plus. Voilà. On se retrouve dans le ventre, quelque part, de sa mère. Hein, on est... Mais c'est absolument anti-convivial, mais c'est formidable. Voilà. Bah, c'est bien pour bouder. Quand on loue ces chaises-là dans des soirées, il y a soit les gens qui s'isolent à un moment et qui s'amusent à bouger, soit les enfants qui jouent avec. Ah oui, c'est ça tourne à 360 degrés. Parce que ça tourne. Xavier, il faudrait que je vous dise au revoir. Au revoir. Mais ça va être difficile. En tout cas, c'est un plaisir d'apprendre qu'on peut, comme ça, s'offrir, le temps d'un événement, des pièces exceptionnelles. Merci Xavier. Ça a été un plaisir pour moi de vous recevoir. Vous voyez, dans Jour de Brocante, on vous donne des bonnes adresses pour chiner, pour louer, mais aussi pour vous évader dans des chambres d'hôtes entièrement meublées brocantes. Eh bien, cette semaine, nous filons dans le Perche pour aller visiter la maison d'Hector. Hector, c'est le chien du propriétaire de cette ancienne faïencerie du XVIIIe siècle. Regardez. Nous sommes dans le Perche, à Saint-Marc-de-Reynaud, dans un théâtre de vieilles pierres et de verdure. Bonjour, bienvenue, entrez, je vous en prie. C'est Pierre-Yves qui nous accueille dans cette ancienne faïencerie devenue la Maison d'Hector depuis 2005. Un nom directement emprunté à la mascotte des lieux, son intrépide Jacques Russell. Allez Hector. Sans lui, rien n'aurait pu être possible parce qu'il a été le fil conducteur pour tout et qui nous accompagne depuis l'ouverture de la maison. Une bâtisse que Pierre-Yves, ancien décorateur, s'est fait un plaisir de repenser dans les moindres détails pour y accueillir au mieux ses hôtes. Avec Alain, mon ami, on avait donc ce projet depuis très longue date de s'implanter et de créer une maison d'hôtes et de quitter Paris après 25 ans. Le besoin se faisait sentir d'aller vers la nature. Et on a trouvé ce corps de bâti qui était très ancien, puisqu'il est du XVIIIe siècle, et qu'il a fallu rénover. Et c'était vraiment notre but, c'était de trouver quelque chose de suffisamment ancien, avec du caractère, mais qui demande une rénovation personnalisée. En tant que décorateur, évidemment, c'était un moyen d'expression formidable. Un terrain de jeu idéal pour Pierre-Yves qui a pu donner libre cours à sa créativité, notamment dans le jardin d'hiver qu'il a créé de toutes pièces. Donc ici, on est dans le jardin d'hiver, qui n'existait pas à l'origine de la maison, puisque c'était le point de passage entre deux corps de bâtiment pour les charrettes. Et donc, on a transformé cet espace en fermant de part et d'autre avec ces deux verrières. Alors dans cet espace, évidemment, il y a des choses complètement différentes. Ce sont des éléments, des objets qui vont être disparates, a priori, mais avec une unité de couleur, vont faire que l'endroit va devenir très homogène. Pierre-Yves n'a pas eu peur de mélanger autant les matières que les époques. Une réédition de siège IMS des années 50 côtoie une échelle fin 19e. Une échelle de verrier, parce que nous sommes dans un espace avec des verrières. Donc c'était le petit clin d'œil, le petit supplément d'âme dont on avait besoin pour cette pièce. J'ai dû la payer pour une vingtaine d'euros. Dans cette pièce, une autre curiosité, 4D géants jonchent le sol. On a voulu quand même jouer avec des petits clins d'œil comme ces dés qu'on a chinés dans une brocante très sympa ici du côté de Roher. Et c'était tout simplement des éléments de décor pour une boutique. Nous, on s'en est servi comme table basse parce que c'est intéressant, c'est mobile, on peut jouer avec. C'est un petit peu Alice au pays des merveilles.
Dans sa décoration, Pierre-Yves a aussi joué sur l'histoire même de la bâtisse, avec des vases qu'il a disposés un peu partout. Comme cette maison est une ancienne faïencerie du XVIIIe siècle, c'était amusant de ponctuer notre maison de poterie, de vases, qu'on retrouve de façon récurrente, comme ici sur cette table, cette petite paire de vases de Delft qu'on a chinés à Amsterdam et qui vont être posés sur une table ancienne qui se trouve être la table de mon grand-père, qui servait à découper le lard salé dans la boutique. Donc c'est un vieux plateau en marbre et l'incongruité évidemment d'associer donc ces vases avec cette table qui n'a rien à voir à l'origine, qui fait qu'avec un peu de sensibilité, on va pouvoir associer des choses qui à l'origine n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Caché sous l'escalier, un autre objet fait résonner la corde sensible de Pierre-Yves. Cette petite voiture que j'ai chinée du côté de Carcassonne, on a craqué devant cette magnifique petite voiture qui ressemble exactement à celle que j'avais quand j'étais enfant. Grosso modo, je crois que c'était à peu près 200 € pour avoir ce petit véhicule en état et vraiment conservé admirablement. Malheureusement, il n'est plus à ma taille. À l'étage, 3 chambres d'hôtes au nom plutôt équivoque. Poule de luxe et mauvaise graine et belle de nuit qui se rapportent en fait à l'histoire de la maison à chaque fois. Donc les poules de luxe évidemment sont autour du poulailler et des poules, mais évidemment c'est à double sens puisque les poules de luxe c'est aussi des femmes au 19e qui avaient des mœurs un peu légères. Un double sens que l'on retrouve aussi dans Mauvaise graine. Ou encore Belle de nuit. Les belles de nuit, c'est des plantes que nous avons au jardin et qui s'ouvrent et qui exhalent leur parfum la nuit. Et j'ai voulu les retrouver ici, là, dans ce décor de tête de lit, ponctuées par des appliques chinées en bronze. Donc c'est des choses qu'on retrouve très facilement sur les brocantes, d'autant plus quand elles sont dépareillées. Donc c'est très peu cher, à peu près une dizaine d'euros pour une applique. Et ce qui fait l'originalité de ce motif, c'est qu'elles sont toutes différentes. Mais le fait de les avoir associées et de les accumuler les unes avec les autres fait que ça prend de l'ampleur et que ça devient un décor qui est opulent. Par contre, ici, on est vraiment dans le côté baroque, un peu rococo, puisque la belle de nuit, c'est aussi des femmes de petite vertu. Côté salle de bain, une nouvelle accumulation, cette fois-ci autour des miroirs. Certains viennent d'Amsterdam, d'autres de Lisbonne, d'autres d'Indonésie, par exemple. Juxtaposés les uns à côté des autres, ils ont tous trouvé leur place. Si Pierre-Yves est inspiré côté décoration, il l'est aussi côté cuisine et n'hésite pas à passer derrière les fourneaux pour ses hôtes. Ce qui nous a motivés dès le départ, c'est de pouvoir rencontrer des gens. Et c'est cette notion de partage, de convivialité qui est pour nous primordiale. Et voilà, le petit café avec la tarte maison. Un doux mélange qui ne manque jamais de plaire à ses invités. Et c'est ainsi que se termine ce jour de brocante dédié à vos objets préférés. J'espère qu'il vous a plu. Avant de reprendre la route vers d'autres histoires, d'autres brocantes, je vous rappelle que ce week-end, on se mobilise tous pour le SIDAction. Alors si vous voulez faire un don, c'est très simple, vous pouvez appeler le 110 ou vous connecter sur le site internet www.sidaction.org. Je vous retrouve comme tous les week-ends sur RTL aux côtés de Bernard Poirette et très vite pour un nouveau numéro de Jour de brocante. À bientôt. Nothing to lose. Good day.